Bonsoir Alexandre, comment ça va? Bonsoir PPC, ça va super. Ça va. Alors Alexandre, toi tu es le CEO de Fusalp, donc la marque de légende que tu as relancée depuis maintenant un peu plus de 2 ans, c'est ça? Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans déjà? Ouais, mais c'est notre deuxième collection. D'accord, et c'est des années qui comptent triple à peu près. Alors, c'est pas faux. Tu es là aujourd'hui pour nous dire en 7 points et en moins de 7 minutes comment on relance une marque de légende. Pas simple, hein? Allez, on t'écoute. C'est pas simple, mais déjà en préambule, ce que je peux te dire, c'est que c'est quand même plus simple que de créer une marque ex nihilo, je crois. D'accord. Donc le premier élément, le plus important peut-être, c'est de comprendre ce qu'on a entre les mains. Donc la compréhension de la marque, son histoire évidemment, ses points forts, ses points faibles. Il faut aller creuser, en fait, on est presque des ethnologues là en l'occurrence, ou des archéologues. Et ça c'est le premier point. D'accord. Le deuxième point, c'est lié évidemment au premier, c'est de retrouver le couple marque-produit. En fait, tu as un produit iconique qui est à l'origine d'une innovation. Lorsqu'on parle d'une marque qui est une marque mythique ou de légende, c'est parce qu'elle a été disruptive à un moment donné évidemment de sa vie. Et donc là, en l'occurrence, il va falloir que tu retrouves ce produit iconique, retrouve l'âme de la marque aussi qui l'accompagne et tout ce que ça veut dire en termes de savoir-faire. Et ça, c'est mon troisième point, c'est le savoir-faire. Le savoir-faire, c'est revitaliser le savoir-faire premier de la marque à travers évidemment des gens qui ont constitué cette marque, qui l'ont fait grandir à travers le temps. Nous, on a 65 ans d'histoire, donc c'est pas rien. D'accord. Et en plus, on a la chance, lorsqu'on est arrivé, d'avoir des gens qui étaient là depuis 40 ans. Donc tu as une histoire de l'entreprise, c'est ça? Tu as non seulement une histoire de l'entreprise, mais tu as un savoir-faire technique, tu as parfois même des machines. Voilà. Et ça, alors il ne s'agit pas de refaire ce qui s'est passé il y a 50 ans, 60 ans, etc. Mais néanmoins, c'est très important parce que c'est l'identité même à la fois de la marque et de l'entreprise et des gens qui la constituent. Donc revitaliser les savoir-faire, c'est absolument fondamental. Nous, pour Fusalp, on en a identifié 3 sur lesquels on a appuyé très très fort dès le début. Alors ce sont lesquels? Ça c'est petit secret. Ah bah, non, c'est trop simple. Le premier savoir-faire, en fait, c'est très simple. Il est lié aux fondateurs qui étaient c'était des tailleurs. Ouais. Donc, il est directement lié à la personnalité des fondateurs. D'accord. Donc, comme c'était des tailleurs, c'était des gens qui savaient couper la matière, qui savaient dessiner une silhouette. Ouais. Voilà, en tant que tailleur tout simplement. D'accord. Des gens qui venaient de l'industrie aussi du prêt-à-porter et pas seulement du ski. Mm-hmm. Donc le deuxième savoir-faire qu'on a identifié, c'était cette capacité à pouvoir travailler des matières techniques, des matières très très techniques. Et ça, ce sont des matières techniques qui ont émergé après-guerre. Voilà, parce que Fusalp est né en 1952. Okay. Donc c'est pas un hasard non plus, les dates et les époques sont très importantes. Voilà, et puis le troisième savoir-faire, c'est un savoir-faire qui est lié au design, au style. Parce qu'il y a un style qui a été développé au cours de l'histoire de Fusalp. Voilà. Donc on a appuyé très très fort sur ces 3 savoir-faire très vite. C'est important de le mentionner. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, et ça c'est vraiment le travail de base, okay. Où, par exemple, on a aussi été chercher dans les archives, on a questionné beaucoup de gens de cette époque, et puis des choses très très bêtes, hein, comme aller acheter sur eBay, Boncoin, des produits pour reconstituer une garde-robe et pour essayer de comprendre. Donc le patrimoine, ça. Hein, le patrimoine, ça, exactement. Okay. Exactement. Ensuite, une fois que tu as fait ça, pour nous, eh bien, il faut commencer à travailler sur un business plan quand même, et définir une ambition. Ouais. Il y a une ambition derrière, et cette ambition, alors c'est une ambition évidemment économique, mais pas seulement. Moi j'ai envie de te dire que, et peut-être que c'est mon 5e point, c'est le purpose, comme l'appellent les Anglais ou les Anglo-Saxons, c'est-à-dire le but. Ouais. Pourquoi? Ultime, pourquoi? Le why. Le why, okay. Exactement. Ouais. Voilà, le why. Parce que en fait, on a envie, certes, de faire de beaux produits, mais il faut qu'ils soient utiles. On a surtout envie qu'ils soient portés très très régulièrement. On a envie de créer une différence parce que une marque, c'est une différence. Nous, on a coutume de dire que... Ça doit être moi, c'est pas grave. Vas-y, continue, je t'en prie. Une marque, c'est une différence. Une marque, c'est une cohérence, et une marque, c'est une permanence. C'est-à-dire qu'il y a, un côté intemporel dans la marque,
qui est très fort. Ça ne veut pas dire que tu vas mettre la marque dans le formol, pas du tout. Non. Mais néanmoins, son ADN, son identité, finalement, va fondamentalement rester la même. Elle va s'adapter au monde qui l'entoure, à un nouveau style de vie, etc. Mais voilà, on a cette identité forte qui reste. Donc, tout ça pour dire qu'il faut définir le purpose. Ouais. On est dans les temps ou pas? On est parfaitement dans les temps. On a 5 minutes 10, donc ouais, c'est juste parfait, c'est très bon. Donc ton purpose, tu le résumerais comment alors, ton purpose de Fusalp? Et le purpose de Fusalp, c'est justement, nous, ce qu'on a défini, c'est en observant aussi les modes de vie qui ont complètement changé, et notamment révolutionnés par ça, mais pas seulement, par Uber. Tu es venu avec un Uber, on est bien d'accord, voilà. Et donc, en fait, c'est un style de vie en mouvement. Hein, on avait dit pas de pub, quand même, pour Uber, c'est pas grave. Non, style de vie en mouvement. Le style de en vie mouvement. Et le mouvement, c'est justement ce que, a priori, on sait faire, nous. C'est né dans les montagnes pour des besoins qui étaient liés évidemment au ski, avec la maîtrise de matières qui sont des matières stretch. Et aujourd'hui, on essaye de faire des vêtements qui sont des vêtements utiles de protection pour une vie en mouvement, une vie qui est citadine, évidemment, la plupart du temps. Mais en parallèle, on continue de développer des vêtements de ski. On renforce d'ailleurs cette partie ski parce que pour nous, c'est important même de revenir à la compétition, ce qu'on a fait cette année, parce que ça nous oblige à être performants en matière de technicité de produits. Voilà. Et cette technicité, ensuite, on va faire le bridge, on va faire le pont vers le prêt-à-porter. Ok, donc cette excellence de technicité, tu la ramènes en prêt-à-porter. Exactement. D'accord, ok. Pour un besoin quotidien, pour une vie en mouvement. Okay. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est bon, ça. D'accord. Derrière le purpose, on a donc ce reason to believe, la raison vraiment d'y croire. Donc les preuves, parce que, attention, ouais. on n'a pas envie du tout de trahir. On a cette vision, effectivement, là, de l'évolution du prêt-à-porter urbain, mais on s'appuie une fois de plus sur l'histoire de la marque sans la trahir. Et ça, il faut qu'on soit sincère, je pense, vis-à-vis aussi du consommateur et de l'histoire qu'on raconte. Donc, on va là-dessus essayer de faire quelque chose qui est incroyablement difficile. Moi, j'appelle ça, c'est le renoncement. C'est-à-dire d'être droit dans nos bottes, d'avoir cette vision, de s'y tenir. On a un cap. Et du coup, ça nous oblige à ne pas faire plein de trucs qui sont peut-être des choses qui seraient sur un plan économique intéressantes, mais qui ne correspondent pas ni à la marque, ni à son esprit, ni à son savoir-faire. Donc ce qui est intéressant, c'est que tu mixes en fait l'héritage et un esprit start-up complet. Puisqu'en fait, tu étais dans ton renoncement en permanence pour aller droit sur ta vision. Totalement. Et nous, il n'y a aucune incohérence là-dessus, de même qu'il n'y a pas de cohérence entre le technique et l'esthétique. Il n'y a pas d'incohérence entre l'utile et le fonctionnel et le beau. Non, il faut tout faire converger. Mais ça, c'est le monde d'aujourd'hui. Il converge en permanence. Il est décloisonné aussi. Et donc, c'est ce qu'on cherche effectivement à faire à travers nos produits, comme à travers, évidemment, toute la communication qu'on a et nos prises de parole. Le dernier point, le 7e, on y va, c'est le plus important de tous, c'est pour ça que je l'ai mis en 7. C'est bien, bravo, c'est bon. Moi j'aurais une question quand même après, vas-y, vas-y. Le 7e point alors? Ce sont les femmes et les hommes qui constituent l'entreprise et qui vont porter ce projet. D'accord. C'est évidemment extraordinairement important. Donc ça c'est le socle, c'est ça? C'est le truc le plus important? Ça c'est le socle, ça c'est une compréhension commune sur un projet qui est quand même très différenciant, très singulier, qui est très ambitieux aussi, qui est un projet qui est aussi très international en ce qui nous concerne. Et là, c'est un énorme challenge. C'est un challenge parfois générationnel entre ceux... Et il se trouve que lorsqu'on a repris cette entreprise, on a gardé absolument tout le monde dans l'entreprise, parce que justement, il fallait qu'on fasse réémerger les savoir-faire, sauf que évidemment, on a intégré pas mal de gens, et des gens qui ont parfois des cultures différentes, des gens qui viennent de l'univers de la mode, alors que ceux qu'on avait au début, et qui on a toujours d'ailleurs, viennent de l'univers du ski, des gens qui viennent d'une culture internationale, qui vont travailler avec des gens qui sont en France et qui avaient l'habitude de travailler en France. Et donc là, ça m'amène à une réflexion qui est une réflexion absolument fondamentale, qui est sur la culture d'entreprise, qui, pour un projet comme le nôtre, sur une revitalisation d'une marque, devient absolument fondamentale. Ok, super, génial, j'adore. Moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est quoi le truc le plus difficile que tu as à faire chaque jour?
le truc le plus difficile que j'ai à faire chaque jour. Ou dans ta vision, dans ton pari. Tu sais quoi Vas-y. Bah, c'est de me coucher tôt. J'arrive pas à me coucher tôt. Je me couche super tard. D'accord. Il y a tellement de choses. Tu te lèves tôt aussi. Je me lève tôt aussi. D'accord. Non, il y a tellement de choses à faire. Ouais. Non, on est des passionnés. D'ailleurs, le mot passion, c'est le premier mot qu'on a mis sur un paperboard quand on est arrivé le premier jour. D'accord. Voilà. Donc, c'est évidemment un projet absolument génial. Après, ce qui est compliqué, c'est que on adore le monde dans lequel on évolue et tout ce qui relève de la technologie et du digital. Et attention, parce que moi, je suis à la tête d'une entreprise traditionnelle, textile, voilà, voire française aussi. Et donc là, c'est compliqué parce qu'il y a des frustrations énormes, parce qu'on essaye d'avoir une agilité. J'ai coutume de dire aux gens qui sont autour de moi qu'on est une start-up de 65 ans. Voilà. Donc on a cette agilité, on essaye d'avoir cette agilité permanente, sauf qu'on est dans un monde très industriel. Voilà. Et donc c'est vrai qu'entre nos envies, nos désirs, notre vision, les premiers coups de crayon de ma directrice artistique et la concrétisation de tout cela dans un magasin, il s'est écoulé 18 mois et c'est très très long. C'est long. Aujourd'hui, c'est une échelle de temps qui ne devrait pas exister. D'accord. Comment ça se réduit ça ? Tu as des idées ou... Ah oui, bien sûr, j'en ai des idées. Ça, tu le diras la prochaine fois. D'accord. C'est un secret. Bon. Ben, super, merci Alexandre. À très bientôt. PPC. Salut, à bientôt. ciao. Salut.